Elle est saine entre entreprises, simplement pour qu'il n'y ait pas des monopoles, des prix, etc., pour le bien des consommateurs et de la population. Donc ça, c'est bien, mais au sein de l'entreprise, une compétition permanente est extrêmement destructrice et contre-productive. Ça a été aussi très bien montré. Pourquoi? Parce que si vous naviguez sur un bateau, l'équipe des marins doit, la meilleure chose à faire pour arriver à traverser l'océan, c'est d'être tous ensemble, de coopérer selon les capacités respectives et que chacun se sente fondamentalement de cet esprit d'équipe. Alors que la coopération, ça veut dire d'une part la confiance mutuelle, le respect de l'autre, la reconnaissance des qualités de l'autre, une certaine marge de manœuvre pour la créativité de chacun, et surtout aussi un partage d'informations, une facilité de communiquer entre les différents niveaux de la hiérarchie, qui doit être, d'ailleurs, ces degrés de hiérarchie, au point de vue de la communication, doit être le plus rapproché possible. Les entreprises où il y a énormément de barrières entre les niveaux de la hiérarchie et donc peu de communication, généralement, ça ne marche pas bien. Un cas typique, c'était un des patrons de Goldman Sachs qui arrivait tous les matins et pour monter au 25e étage de son bureau, il y avait un ascenseur que pour lui, pour ne jamais rencontrer personne de ses employés. Donc ça, si vous voulez, ça ne marche pas. Les entreprises qui ont mis l'accent sur la compétition, comme le fameux exemple, c'est celui de Enron, où chaque mois, chaque employé devait noter sur l'Internet, anonymement, de 1 à 5 étoiles, toutes les autres personnes qu'ils connaissaient avec qui ils avaient des rapports dans l'entreprise. Et si vous aviez seulement une étoile 5 fois de suite, vous étiez viré. Donc vous imaginez cette atmosphère de délation, de compétitivité malsaine, qui allait du patron jusqu'aux employés, qui a fait qu'Enron, évidemment, a capoté dans un des plus grands scandales de l'histoire des grandes entreprises. Donc la confiance, la coopération est essentielle dans l'entreprise. Et juste pour une parenthèse, c'est la même chose dans l'éducation. On a montré que l'éducation coopérative, où vous prenez dans une classe, vous faites des groupes de 5 ou 6 élèves avec des bons, des moins bons, des garçons, des filles, mélangés s'il faut, des races différentes de la classe, et qu'ils apprennent chacun un petit bout de la leçon et mettent leurs connaissances en commun, tout ça pendant 1 heure. Ça donne d'abord des classes où les rapports humains sont bien meilleurs, parce qu'il n'y a pas les 5 premiers et tout le reste qui ne sont pas dans les 5 premiers. Il y a aussi donc une intelligence émotionnelle qui se met en place. Les meilleurs, au lieu de se sentir le top du top, ils ont une sorte de responsabilité de tuteur pour les moins bons, puisqu'ils apprennent ensemble. Les rapports émotionnels avec les professeurs sont bien meilleurs. Et ce qui, en soi-même, ça suffirait, mais en plus, les résultats scolaires sont meilleurs. Ce qui montre que quand on se sent mieux, quand on a l'esprit d'équipe, on fonctionne mieux. Donc ça, c'est clair que ce sont des qualités qui sont tout à fait souhaitables. Donc, comment essayer de cultiver ça? Alors, bien sûr, ça doit commencer par soi-même. On ne peut pas simplement décréter « faisons-nous confiance, coopérons, soyons bienveillants envers les autres, ayons un esprit d'équipe ». Ça doit commencer par soi-même. Donc, soi-même, ça veut dire notre propre esprit, n'est-ce pas? C'est bien à notre esprit que nous avons affaire du matin au soir. C'est lui qui détermine la qualité de chaque instant qui passe. C'est notre esprit ou notre conscience qui traduit en bien-être ou en mal-être des circonstances extérieures. Tout le monde sait qu'on peut être misérable si on est déprimé dans un petit paradis et garder une grande joie de vivre, même parfois dans l'adversité. Donc votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre meilleur ami, selon les circonstances. Donc ça vaut la peine, au lieu de se dire ça c'est du luxe, d'accorder une certaine attention à la façon dont fonctionnent nos émotions, nos pensées, nos attitudes. Est-ce que nous avons une attitude entièrement égocentrée ou est-ce que nous sommes véritablement concernés par autrui parce que nous respectons autrui, parce que nous accordons de la valeur à autrui? Et de ce fait, quelle est notre attitude, notre motivation, la façon dont nous gérons les difficultés, les hauts et les bas de l'existence? Est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour gérer ces hauts et ces bas de l'existence? Et là, il y a une notion qui est très connue depuis des millénaires dans le monde des sciences contemplatives, qui est d'acquérir un certain entraînement de l'esprit ou une certaine maîtrise de l'esprit. Alors quand on dit maîtrise de l'esprit, ce n'est pas de nouveau une sorte de maîtrise forcée,
un peu comme on enchaînerait un prisonnier pour le maîtriser afin qu'il ne commette pas de délit. C'est plutôt donner l'exemple de celui qui est à la barre d'un bateau. Il pourrait dire la liberté, c'est de faire laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants. Ça, ce n'est pas de la liberté, ce n'est pas de la navigation, c'est de la dérive. Donc maîtriser le bateau, c'est régler les voiles, prendre la barre et naviguer dans la direction où on veut aller. Donc c'est la liberté de pouvoir aller là où on souhaite. Donc maîtriser notre esprit, c'est de faire en sorte qu'il soit flexible pour que nous ayons les bons raisonnements, les bonnes émotions au bon moment, au niveau approprié, pour que les rapports humains soient harmonieux, fructueux, constructifs, et que notre esprit ne soit pas le jouet d'émotions qui parfois l'envahissent à la suite d'une sorte de réaction en chaîne. Donc c'est pour ça qu'on voit maintenant de plus en plus, et ça commence à venir en France, l'idée que s'exercer un peu à la pleine conscience bienveillante, c'est-à-dire bienveillance, ce n'est pas uniquement faire la charité, c'est d'avoir une attitude ouverte, positive, constructive vis-à-vis d'autrui, devient maintenant un peu assez présente dans de nombreuses entreprises, dans le monde anglo-saxon. J'ai vu, lorsque j'étais récemment, au mois de janvier, aux États-Unis, il y avait la couverture de Time Magazine, c'était The Mindfulness Revolution, la révolution de la pleine conscience. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Alors qu'est-ce que c'est la révolution de la pleine conscience bienveillante? C'est de s'exercer un petit peu à se poser quelques moments, ne serait-ce que quelques secondes, de temps en temps, prendre une ou deux grandes respirations, et puis voir ensuite comment notre esprit, qui était parfois peut-être extrêmement coincé sur quelque chose, prend une certaine ampleur, une certaine aise, et finalement nous permet de voir les choses de façon plus juste, plus proche de la réalité, en tenant compte de toutes les circonstances et les personnes, etc. Et alors, bon, au début, c'est vrai que ceux qui ont essayé de promouvoir ça au sein de l'entreprise, alors d'abord, pour vous dire, dans le monde médical, ça fait 30 ans maintenant que les techniques de réduction du stress par la pleine conscience sont extrêmement répandues dans des centaines d'hôpitaux au monde qui bénéficient grandement les patients et aussi les personnels soignants pour diminuer leur stress et donc faciliter leur convalescence, la qualité des soins, etc. Ça commence à venir dans l'entreprise, mais j'ai deux amis qui ont fait ça de façon régulière. Ched Meng, qui est un des premiers employés de Google, donc qui a fait fortune comme tous les premiers employés, et qui maintenant se dédie, il a un livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Connectez-vous à vous-même » en France, et qui met l'accent sur cette idée d'amener cette pleine conscience bienveillance dans tous les bureaux. Il souhaite le faire ça au travers de l'outil que représente Google. Un autre personne, un Français, Sébastien Henry, a aussi étudié une centaine de chefs d'entreprise qui se sont exercés à la pleine conscience en y consacrant quelques minutes chaque jour. Et il témoigne qu'au début, il y a une certaine réticence. Parce qu'on se dit, les entreprises se disent, écoutez, nous on est extrêmement occupés. Est-ce que d'abord, ça va me prendre un temps que je pourrais consacrer à autre chose? Est-ce que je ne vais pas aussi devenir moins efficace? Est-ce que je ne vais pas devenir un peu plus doux, un peu plus passif, etc., etc. Une fois cette réticence surmontée, ceux qui s'y sont adonnés témoignent la quasi-totalité que ça leur a apporté énormément de cette façon. Tout d'abord, le fait d'être un peu plus posé, d'avoir un petit peu cet espace qui s'agrandit au lieu d'être complètement stressé sur un point particulier, leur permettait de prendre des meilleures décisions, donc de façon plus ouverte, plus posée, plus sage. Et il disait que ça améliore considérablement les rapports humains au sein de l'entreprise.